Bien. On passe au thème 3. Franchissement, mobilité. Alors, le troisième thème, donc c'est Colette, Nadi et Antoine qui vont venir nous en parler. Justement, les mobilités, les franchissements. Donc Colette Yvon, Nadi Bénard et Antoine Tinet. On va commencer avec Colette. Le premier point, là aussi, sur ces questions de mobilité, de franchissement, il y a eu des débats qui ont été assez ouverts et qui ont creusé beaucoup de points. Donc, les conclusions, l'avis du comité ne va pas directement à cette question des franchissements. Et le comité a identifié plusieurs axes d'action. Le premier, c'était celui des comportements, changer les comportements. Et Colette, tu vas nous présenter justement les préconisations donc, du comité sur ces changements de comportement à venir et souhaitables. Oui, bonsoir. Sur la question de la mobilité, en fait, on en est venu à conclure qu'on ne pouvait pas compter exclusivement sur les aménagements de nos collectivités et qu'en fait, c'était à chacun de nous de prendre conscience de l'impact de nos comportements individuels sur la fluidité des déplacements. Les collectivités, bien sûr, doivent nous accompagner cette révolution en communiquant sur l'enjeu et sur l'intérêt collectif par des affichages, des publicités. Mais c'est donc à chacun de nous de s'interroger et de mettre en place des actions, si petites soient-elles, pour réduire l'usage de la voiture solo, notamment. Enfin, essentiellement même, et expérimenter que en fait, la rapidité n'est pas forcément synonyme de qualité de vie. Toutes ces actions doivent être encouragées par des offres d'infrastructures pour faciliter le covoiturage, l'autopartage et la pratique du vélo. Il y avait toute cette question de comportement autour de la voiture solo, donc oui. De solutions qui pourraient réduire la place de la voiture solo. Ce que vous avez mis en lumière aussi, c'est que ça obligeait à se réinterroger régulièrement sur les besoins de mobilité et les réponses. Oui, pour des réajustements, ça nous a paru évident qu'on ne peut pas projeter maintenant, dans 10 ans, ce sera de telle façon. La mobilité, c'est quelque chose qui évolue et qu'on doit réajuster en permanence et par des études et réajuster. Voilà. Ça, c'était l'une des préoccupations, cette obligation à revenir régulièrement sur l'évolution. Donc ça, c'était sur la partie comportement qui a été l'un des socles de la discussion. Le deuxième point sur lequel le comité a travaillé, c'était l'optimisation de l'existant. Donc Nadi, là aussi, des préconisations pour utiliser mieux ce qui est déjà là. Alors le constat est flagrant, 70% des actifs se déplacent le matin du sud au nord et du nord au sud le soir, contre 10% en sens inverse. D'autre part, des feux pour réguler le flux ont été installés récemment. Le comité citoyen préconise, à court terme, d'expérimenter des voies réservées aux voitures partagées et aux modes doux. Vu l'évolution de l'émergence des modes coopératifs, des nouvelles technologies et des nouveaux comportements, le comité citoyen préconise d'expérimenter des voies réservées soit de manière permanente, soit aux heures de pointe, comme par exemple le pont de Saint-Nazaire. Deuxièmement, améliorer toujours à court terme l'accessibilité, la sécurité, la continuité des voies piétonnes et cyclables, de rendre plus confortables les déplacements des piétons et des vélos par la largeur des voies et la qualité des revêtements. Ces améliorations sont d'autant plus prioritaires que Nantes Métropole, le dernier numéro, Nantes Métropole accueille en juin le plus grand colloque international Vélocity et qu'à cette occasion, de multiples projets issus de toute la métropole vont être subventionnés, voire labellisés.
Ça, c'était pour les adaptations. Tu voulais ajouter quelque chose sur le troisième point, la troisième préconisation ? Qui était donc d'expérimenter des politiques publiques combinant contraintes et incitations. Par la découverte pour de nombreux citoyens, de nombreux métropolitains, des transports en commun, des nouvelles lignes et des nouvelles voies cyclables et piétonnes. On a constaté que même entre nous, nous n'avions pas une connaissance exacte de toutes les pistes cyclables et nous ne connaissions pas tout ce qui était créé à Nantes. Et ce que le comité citoyen a préconisé également, c'est un essai sur la mise en place simultanée de péages urbains et la gratuité des transports en commun. Et ça te fait sourire, et peut-être qu'on peut expliquer pourquoi ? Parce qu'on a quelqu'un qui travaille dans le comité citoyen Latane et qui pense que ce n'est pas possible du tout. Donc il y a eu débat et on a continué à demander, à penser que ça pouvait être un essai de mettre le péage urbain et la gratuité du transport en commun à l'essai, en expérimentation. Donc quand on parlait d'équilibre tout à l'heure, on n'est pas arrivé tout le temps à un consensus, mais il y a des points sur lesquels, effectivement, le point d'interrogation, l'expérimentation était votre conclusion. Donc on a vu changer les comportements, c'était le premier point que vous avez mis en avant, adapter l'existant et puis ou en tout cas utiliser au mieux les infrastructures existantes. Et Antoine, le troisième point, c'était aller vers l'adaptation des infrastructures. Voilà, c'est ça. Notamment, donc, lors du débat, on a parlé notamment de multiplier les infrastructures de transport en commun en site propre, tels que le Busway à Nantes ou encore le Chronobus. Pour un exemple plus large, le C5 qui est sur l'île de Nantes, qui est pratiquement site propre du hangar à bananes jusqu'à la gare SNCF Sud. Également de développer le maillage en fait, de transport en commun à Nantes comme une toile d'araignée. Hein. Donc de manière, en fait, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des vides, on le sent notamment du côté Sud-Loire, côté Vertou, Basse-Goulaine, et même au côté nord. Donc c'est-à-dire de vraiment faire comme une toile d'araignée, que tout puisse se regrouper pour arriver à un point central qui est le centre-ville de Nantes aujourd'hui, et peut-être à l'avenir l'île de Nantes. Donc on pensait à ça. Poursuivre le développement des infrastructures cyclables, donc notamment la fameuse piste cyclable qui est actuellement sur l'île de Nantes, qui part de Cour des 50 Otages, qui va même jusqu'à Port-Rousseau-Martyr, et une autre qui s'étend de Sainte-Luce et qui va jusqu'à Thoiry. Voilà, donc de continuer et de développer ces infrastructures cyclables. Également augmenter la capacité du nombre de parkings relais. Aujourd'hui, on a remarqué dans le comité qu'il y avait très peu de parkings relais à Nantes et que ceux qui existent sont saturés. Donc les gens aujourd'hui, les gens qui arrivent à Nantes soit habitent plus loin et du coup se garent à l'extérieur de la ville et puis vont prendre les transports en commun très loin. Et aujourd'hui, les parkings relais qui sont insuffisants en nombre de places. Donc là, à titre d'idée, il y en a un qu'on est en train de construire au niveau de la prairie de Mauve. Mais est-ce que celui-ci sera encore suffisant ? Ça, ce sera la grande question aussi à savoir. Et puis, autre chose aussi, c'est optimiser l'aménagement du périphérique nantais. Aujourd'hui, il est saturé le matin et le soir. Donc, essayer de faire un aménagement sur ce périph', voir ce qu'on pourrait établir. Est-ce que faire un périph' à 3 voies ou trouver de nouveaux systèmes, comme ce qui a déjà été dit, avec un système de feu qui a déjà été installé, qui a l'air pour le moment de marcher. Voilà, hein, en tout cas, je ne sais pas encore. Et puis, on a parlé aussi, donc, lors du débat, de réorganiser l'usage du point de Bretagne et des 3 continents pour, à l'avenir, peut-être accueillir des sites propres, donc tramway, bus ou chronobus, voilà, ou même des voies dédiées également aux véhicules de covoiturage qui puissent avoir des voies accès, et puis surtout pour les piétons, parce qu'aujourd'hui, le point de Bretagne est quand même, la partie trottoir est très très petite, et il y a quand même beaucoup de voitures, donc voilà. Multiplier donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le franchissement des navibus efficaces, donc interconnectés à d'autres transports. Donc, ce qui pourrait par exemple être fait au niveau du sud de Nantes, c'est au niveau de Pirmil. Il y a un pôle d'échange qui existe actuellement. On pourrait très bien connecter aujourd'hui le navibus, donc, qui pourrait très bien partir de Trente-Mous. Je t'en prie, vas-y. À d'autres transports en commun et des parkings relais, notamment parce qu'on a des parkings relais comme à Trente-Mous, hein, où il y a un parking relais, les gens peuvent stationner leur voiture et prendre le navibus. Et aussi, donc on en a parlé, on l'a vu, développer l'utilisation des bacs de Loire aujourd'hui. Donc pourquoi pas mettre des bus sur les bacs qui puissent traverser le sud et le nord-Loire, ce qui pourrait être plus avantageux et puis qui pourrait transporter du coup plus de monde que de mettre une simple voiture, mettre un bus où il y a 200 passagers dedans.
Et juste avant de revenir sur les solutions de franchissement, nouveau franchissement, parce que vous y avez réfléchi, je voudrais revenir sur la notion de toile d'araignée dont tu as parlé. Tout ce que tu viens d'énoncer, c'était en lien avec les transports en commun et cette idée de toile d'araignée qui évitait de repasser au centre de Nantes tout le temps, mais permettait des circulations qui ne soient pas forcément en transversale avec le centre de Nantes. Voilà, par exemple, on parlait de partir de Saint-Herblain pour aller jusqu'à Sainte-Luce, sans passer forcément par le centre-ville, donc directement de pouvoir interconnecter, ou même Sud-Loire, aller directement Nord-Loire, sans passer par le centre-ville de Nantes, utiliser les lignes de tramway, peut-être avoir un autre système du coup. Et puis on a également donc parlé, lancé à l'issue du débat, des études sur 2 franchissements supplémentaires. Alors, sur les hypothèses, bien sûr, sur 5 ans. Donc, on a longuement débattu, pour et le contre. Donc, on s'est mis à la place un peu de tout le monde. Donc, soit un tunnel au bas de Chantenay, qui pourrait accueillir transport en commun, voitures, vélos et piétons, ou un pont transborder sur le bras de la Madeleine. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Plutôt les deux. Voilà, on était quand même plus sur les deux. Voilà. Et en soulignant que ce que vous avez mis en avant, c'est le lancement des études. À la fin du débat. Voilà. Si le possible. lancement des études et la réflexion plus que le choix, le choix des solutions. Voilà. Parce qu'on sait que les études peuvent durer longtemps, donc si ça doit durer 5 ans, qu'elles commencent le plus rapidement possible. Voilà. Avec la possibilité de réajuster à 5 ans et 10 ans selon l'évolution des comportements et des besoins. Un droit de revoyure, quoi. Voilà. Bien, merci Martine, Philippe, à vous. Alors, Micro. avec le micro, ce sera plus facile. Agir sur le changement des comportements, adapter les infrastructures. Entre les deux, quel volet a pour vous le plus d'importance ? Dans l'immédiat, changer le comportement a plus d'importance. On a déjà un capital au niveau infrastructure qui est correct. Mais c'est plus, il est ressorti que c'était le plus important d'essayer d'agir sur les comportements et de changer les comportements. Pour provoquer les infrastructures. Pour installer les infrastructures. Alors moi, je passe à une autre question. Je reviens sur les navibus. Là, vous ne l'avez pas redéveloppé, ce sujet, dans la présentation là, autour des franchissements. Dans votre rapport, vous préconisez le développement de ce réseau de navibus, mais avec si j'ai bien compris, en tout cas, des franchissements nord-sud, c'est-à-dire en gros des liens entre le nord, sans préciser où d'ailleurs sur le nord, mais le sud, vous dites de nord, sud-est ou sud-ouest. Donc peut-être vous pouvez développer un petit peu ce point-là. Et puis j'avais une question complémentaire. Vous n'avez pas évoqué la question de liaison longitudinale, c'est-à-dire par exemple du Pèlerin jusqu'à Basse-Goulaine. Donc est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué? Oui, ça c'est un sujet qui est revenu, qui a été débattu dès le premier week-end et ensuite pour les franchissements. Mais c'est certain que la nécessité s'est révélée par rapport au marché de Bassindre, par exemple, qu'il y ait une navette de Bassindre qui aille vers le centre et aussi l'isolement de Basse-Goulaine et de Saint-Sébastien et de les ramener au centre-ville. Bien entendu, avec aussi des traversées directes nord-sud. Mais la difficulté, on en a parlé tout à l'heure, Antoine en a parlé, c'est la concurrence avec la voiture. Donc il faut absolument que ce soit une navette rapide et qui soit concurrentielle en temps, en confort et en maillage, qui est forcément les parkings et aussi à l'arrivée le bus, le tramway, le vélo ou les trottoirs accueillants. Et pour revenir, je crois que c'est la question sur le navibus, c'est ça. Aujourd'hui, il existe des infrastructures sur la Loire qu'on pourrait utiliser. Notamment, vous avez donc un quai qui se trouve pas très loin de l'Écluse, sur lequel nous sommes revenus, nous, par un navibus. Donc, c'est tout à fait faisable. Après, je pense qu'il faudra entamer, notamment pour l'accessibilité. Il faut améliorer les marches. Voilà, il faut améliorer les marches. Voilà, et puis c'est une pente assez raide. Mais il existe un autre quai, notamment celui en face de l'hôtel de région. Il y a un quai qui existe déjà, qui du coup lui raccorde sur l'île de Nantes,
qui pourrait être bien sûr fait. Et on parlait notamment, lorsqu'on parle du maillage notamment et le transport en commun, pourquoi pas mettre un navibus au niveau du pôle Pirmil, qui est quand même un pôle aujourd'hui qui est assez dense, avec un accès, il y a la Sève juste à côté et la Loire, donc on pourrait tout à fait, dans les années à venir, mettre un futur ponton avec une accessibilité de navibus qui puisse faire le tour de l'île de Nantes pour pouvoir compenser et apporter une solution au transport en commun. Je vais juste dire que ces idées-là, elles ont été aussi développées par un groupe dans le cadre d'une réunion initiative du Conseil de développement, le groupe Cobati, qui a fait des propositions qui rejoignent celles que vous évoquez concernant le navibus en particulier. Je passe à une autre question, alors qui n'est pas vraiment une question sur les franchissements, si je puis dire, mais qui me paraît importante. Vous commencez votre diagnostic sur cette question des franchissements en faisant le constat que voilà, les emplois sont au nord, Loire, et que donc 70% des franchissements sont liés à l'activité, au franchissement du sud vers le nord, seulement 10% dans l'autre sens. Est-ce que vous avez à un moment évoqué l'idée qu'il faudrait peut-être réfléchir à une répartition différente des activités sur le territoire et que ça contribuerait peut-être à moins avoir besoin de franchissement dans le futur? Alors, par rapport aux activités, c'est vrai que ce serait bien de les mettre à des endroits précis de la métropole. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va voir le mine qui va déménager plus près du périphérique pour plus venir gêner la circulation en ville. Donc c'est sûr. Aujourd'hui, la question est très intéressante parce qu'aujourd'hui, on construit encore des bureaux en plein cœur de Nantes, des bureaux. Moi, à côté de chez moi, le conseil, le département a fait construire des bureaux. Il va y avoir je ne sais pas combien de personnel. Aucune place pour eux pour venir. Donc la question se pose. Alors, est-ce qu'on doit créer à nouveau des pôles dédiés industriels et aussi économiques? Ça, ce sera il faut trouver les endroits, bien sûr. Alors, sur ce que tu viens de dire, je pense que l'avis du comité, c'était aussi de ramener déjà de l'emploi, de continuer de créer des emplois dans la ville, là où on est en train de densifier l'habitat, pour qu'au maximum, les gens travaillent sur place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a un déséquilibre géographique entre le nord et le sud, mais auquel on ne pourra rien faire, c'est qu'il y a des grandes zones naturelles au sud, comme le lac de Grandlieu, et donc le potentiel de développement économique, il est forcément plus faible. Ces zones autour, ce sont des zones agricoles. Et avec une politique de très long terme, on pourra peut-être équilibrer un peu, mais il ne faut pas rêver. On n'arrivera pas à revenir à 50-50. Mais vous avez souligné la densification économique aussi comme l'un des facteurs. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le vignoble restera là et qu'on est bien content qu'il soit là, dans le Sud-Loire. Bon. Alors, j'ai une petite question, mais une grosse question quand même, petite mais grosse. Dans les différentes préconisations que vous faites dans la vie citoyen et dans les franchissements, vous parlez du tunnel et vous parlez du pont à transbordeur. Mais quelles sont les raisons qui vous font privilégier ces solutions-là par rapport au franchissement de Loire et non pas d'autres solutions qui, par ailleurs, ont été évoquées? On n'a pas l'argumentaire, vous voyez, on a boum, mais on n'a pas pourquoi. Alors, je vais commencer. Le pont transborder, alors, je ne sais pas si tu peux remettre juste l'image. Voilà. Alors, pour vous montrer, c'est l'image du projet Les Transbordés, l'association Les Transbordés. C'est quand même, on voit que c'est un pont assez moderne qui pourrait, donc, effectivement, à l'avenir, accueillir un restaurant. Donc, qui dit restaurant dit économie déjà sur le pont transborder. Et la suite, c'est le plus expert. Je pense que l'audition était très, très bien faite et m'a personnellement bien convaincue. Et je pense que j'ai bien convaincu le comité. Mais oui, par rapport à ce très beau projet. Par contre, on a évoqué... Alors le tunnel, étant donné que le pont à transborder ne résout pas le problème de flux, de circulation, il fallait absolument un autre ouvrage. Et il se trouve qu'on a aussi opté pour le tunnel, pour différentes raisons qui nous ont
fait penser que le tunnel était la meilleure solution, puisqu'il n'y a pas trop de pente à partir du moment où c'est un tunnel posé sur le fond de la Loire. Alors, bien sûr, le pont transborder, moi je dis le pont transborder à la nantaise, est un ouvrage très, très, très joli, mais aussi il y a toute cette perspective de rue au-dessus, commerçante, touristique, et qui amène une vision sur la Loire, sur l'estuaire extraordinaire. Donc il est hors de question de mettre un pont qui couperait cette vue sur l'estuaire et sur la Loire. Je peux rajouter une chose parce que tu avais été lyrique sur le pont transborder et tu as dit ce sera notre tour Eiffel à nous. Et tout le monde avait trouvé ça chouette. Par contre, c'est pour compléter, parce que ça n'a pas été du tout... c'est clairement une des questions qui est le plus attendue par Nantes Métropole ou par les Nantais. Et du coup, quel franchissement? Alors que du coup, nous, on a passé sur les 2 jours, 1 journée et demie, sur les comportements, l'adaptation, et on n'a vraiment pas voulu faire de choix. Donc ensuite, on a beaucoup insisté sur l'utilisation de la Loire comme une voie navigable. Donc ça a été un des cœurs du sujet, on l'a vu dans les entretiens précédents. Et donc ça pointe vers telle ou telle solution. Donc on ne peut plus mettre de pont, etc. Donc on arrivait à la fin des 2 jours en disant quelle option on pourrait ouvrir. Et ça nous paraissait les 2 options les plus compatibles avec tout le reste des éléments qui ont été apportés sur la navigabilité, l'interconnexion, et compatible avec les changements de comportement, dans le sens où on n'amène pas des solutions qui vont faire du volume. Effectivement, on ne propose pas un pont à 2 fois 5 voies. Si on en fait un, il sera saturé de toute façon. Et on préconise plutôt des changements de comportement. Du coup, la solution qu'on prévoit est plutôt une solution effectivement, qui allie un geste architectural et puis une utilité de transport en commun, qualité de vie, etc. Voilà. Et le tunnel permet de compenser un petit peu ce choix-là. Ok, une dernière petite question sur l'adaptation des infrastructures, et notamment des ponts. Dans le débat, il y a eu à divers moments des gens qui ont proposé de ne pas faire des ponts qui aient uniquement une fonction de circulation et de franchissement. Et donc d'en faire par exemple à Bordeaux, il y a eu un exemple qui a été présenté où le pont est aussi considéré comme un espace public et qu'on peut arrêter la circulation et même faire un festival sur le pont. Dans un groupe qui a travaillé aussi pendant le débat, il y a eu des propositions de faire des ponts paysagers, des ponts habités. Est-ce que c'est des choses qui vous ont à un moment... voilà, est-ce que c'est un sujet ou des sujets que vous avez évoqués? Alors si, oui, on en a quand même parlé. Hein, mais le restaurant, voilà. Ouais. Et puis on n'a jamais envisagé une voie de franchissement sans envisager différents modes, et notamment s'il y a un tunnel, peut-être que ce sera un tunnel exclusivement réservé au vélo et au transport en commun. C'est-à-dire que on a... Ah oui, mais enfin, après ça fâche ou pas. Allez. Mais on a vraiment c'est un avis. Hein. On n'a vraiment pas été dans des solutions. Notre préalable, la première phrase, ça doit être baisse de la voiture solo en centre-ville. Donc peut-être que c'est un tunnel réservé au covoiturage, etc. On a toujours imaginé transport. On a même mis le mot flânerie à plusieurs endroits. C'est-à-dire que le franchissement, c'est aussi un lieu de vie. Bien, merci. Question à monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez aussi, disons étudié un peu la possibilité, parce que la circulation, quand on regarde, c'est surtout centre-ville dans vos débats et tout, mais 70%, vous avez dit, c'est des gens qui ont plus de 10 ou 15 km, donc à part les parkings relais, ils iront ni à pied ni à vélo. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle le trafic intermédiaire, c'est-à-dire que quand vous êtes au nord et que vous allez à Bordeaux, vous passez par le périphérique. Et donc le franchissement n'est pas forcément en amont, je dirais effectivement, du pont de Cheviré, mais il aurait pu peut-être aussi été étudié en aval. En plus, il y avait aussi une étude à une époque où on pouvait réguler le bouchon vaseux, la salinité, comme à Londres avec les écluses qui montent, qui empêchent aussi les inondations. Donc je pense que moi, ce que je ressens un peu, c'est que vous avez étudié le cœur de la métropole, mais je ne dirais pas ce qu'il y a un peu à la périphérique à partir de 15, 20, 30 km, 50 km. Parce qu'entre Saint-Nazaire et Nantes, il n'y a rien. Parce que les bacs de Loire, vous direz ce que vous voulez, moi je suis du pèlerin,
un bac de Loire, ça ne pourra jamais remplacer un pont. Hein. Et puis un car, ça fait que 50 passagers, ça n'en fait pas 200. Hein. Voilà, merci. Étienne. Oui, alors je vais couper court un peu, je suis désolé, mais en fait, on s'est posé la question au début du périmètre de notre réflexion. Et en fait, dans le cahier des charges qui nous avait été remis par la Nantes Métropole, on a les solutions hors métropole n'étaient pas de notre domaine de compétences, hein, de réflexion. Hein. Donc, on a conscience qu'il y a probablement des besoins également du côté de Mauves ou de Thoiré de renouvellement des infrastructures existantes et peut-être à Laval, mais ce n'était pas notre sujet de réflexion. Un complément? Non? Ça va? Bien. Oui, merci. En ce qui concerne la mobilité, est-ce que vous avez eu des réflexions concernant les différentes populations? Par exemple, en fonction des personnes plus âgées, par exemple. C'est une question que je me pose inévitablement puisque j'arrive dans cette tranche d'âge petit à petit. Autant j'étais un fanat du vélo quand j'étais plus jeune, même quand j'étais à Paris avant de venir à Nantes, je faisais du vélo que j'ai dû abandonner quand je suis arrivé à Nantes pour des questions de sécurité et d'adaptation. Aujourd'hui, je pourrais refaire du vélo, mais des questions physiques vont me limiter fortement. Voilà. C'est vrai qu'on a tenu compte des perspectives d'évolution de la population, où effectivement aujourd'hui on dit que dans 20-30 ans, il y aura, dans un temps assez proche, il y aurait au moins 30% de la population qui aurait plus de 65 ans. Donc de fait, le vélo, il ne convient pas à tout le monde, et que pour toute cette partie de population, il faut penser à des modes de déplacement adaptés. On y a effectivement pensé, mais ça s'inscrit aussi dans tout ce qu'on a dit autour de développer les transports en commun qui, pour le coup, peuvent convenir à toute population. Voilà. Ou s'adapter. Je voulais compléter. Il existe, et ça a été évoqué dans le cadre du débat, une structure qui s'appelle le Gérontopole, qui est située à côté du tribunal, et qui réfléchit sur ces problématiques-là. Donc oui, ça fait partie des débats, ça a nourri le débat. Et si ce sont des problématiques qui vous intéressent, il existe, dans la salle, j'imagine, il existe cette structure-là qui peut fournir des informations là-dessus. Et ça faisait même partie de l'avis, puisque vous l'avez inscrit comme l'une des préconisations de s'appuyer sur les travaux du Gérontopole dans les réflexions, notamment Habitat. Oui, on a failli passer à un moment à côté d'un manque. Mais il a été rectifié. C'est-à-dire qu'au moment où vous disiez un tunnel ou un pont transbordeur, Madame a rectifié, elle a dit ou les deux. Si elle n'avait pas dit ou les deux, on serait fondé de croire qu'un pont transbordeur... Non, elle n'a pas dit ça ? Alors, si, mais dans la commission du débat, dans le comité citoyen, on a préservé, non pas soit pour un pont transborder, soit pour un tunnel, mais pour les deux solutions. Ah bon? Voilà pourquoi. Je suis rassuré parce qu'effectivement, il y a encore des journalistes qui se trompent. Et il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'il y a bien deux flux et deux problèmes. Un problème qui est de délester Cheviré et l'autre qui est d'alimenter la mobilité vers un espace qu'on veut préserver, qu'on veut, le mot est apaisé, le mot employé est apaisé, et à cause de cette volonté d'apaisement, on ne peut pas avoir quelque chose d'énorme qui serait par exemple la multiplication de deux ponts, le doublement. Alors le doublement sur place, c'est un autre problème, mais le doublement d'un pont avec le débit d'Anne de Bretagne. Et le pont transborder correspond à la moitié de ça, c'est-à-dire qui correspond à la volonté d'apaisement. Merci. Très bien. Merci.
Oui, j'étais intéressé par les propositions que vous faites en matière de transport en commun pour franchir la Loire, et en particulier l'utilisation des bacs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut expliciter effectivement que la nacelle du transborder est par excellence une sorte de bac aérien qui effectivement a un timing de 3 minutes de départ toutes les 3 minutes et 1 minute pour le franchissement de la Loire, et que de ce point de vue-là, ça paraît très pertinent que la ligne C5, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui arrive au hangar à Bananes, puisse se prolonger via le transborder de l'autre côté, c'est-à-dire pour rejoindre le bas de Chantenay et la ligne numéro 1 du tramway, etc. Donc ça me paraît effectivement un élément très important et structurant. Deuxième élément, bon, on ne s'étonnera pas quand même qu'on parle un peu du transborder, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense que c'est une thématique, enfin je parle dans les débats qui ont été jusqu'à maintenant, et je pense que c'est une thématique qui est un peu transversale, c'est-à-dire qu'on peut en parler à la fois sur le thème numéro 1, puisque vous avez parlé du tourisme, et il est évident que le transborder est un anneau qui permet la circulation sur les 2 rives de la Loire avec le point de Bretagne, et que compte tenu des équipements touristiques qui existent déjà sur l'île, effectivement, c'est très important. Et donc, je crois que, bon, là, pour les franchissements, il est évident que, voilà, il faut en parler quand même. Et je pense que pour l'attractivité, bon, on parlait de la Tour Eiffel, mais allons-y, quoi. Juste pour rappeler, avant même que le débat ne commence, il y a une campagne de communication faite par Nantes Métropole, et le pont transborder était déjà, il y avait une affiche, c'était marqué un pont transborder sur la Loire. Voilà, ça y est encore, même vous l'avez, voilà, c'est des affiches. Donc c'était déjà bien présent pour Nantes Métropole, ce pont transborder. Voilà, donc nous ne l'avons pas inventé, et pour les Nantais aussi. Bien, une dernière question et on passera au thème numéro 4. Oui, bonsoir. Je suis président de l'association Place au Vélo et je voulais rebondir un petit peu sur ce que monsieur a dit tout à l'heure à propos de l'utilisation des vélos par des personnes qui s'avancent un peu en âge. Je pense que vous avez également parlé de modes de déplacement innovants, et il faut savoir qu'actuellement, et on le verra la semaine prochaine dans le cadre de Vélocity justement, le vélo est maintenant innovant. On a par exemple des vélos à assistance électrique qui sont de l'assistance qui permettent d'avoir une activité physique. Et c'est important, quand on avance en âge, de continuer à avoir une activité physique. Et ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Je crois qu'on peut facilement, à la fois pour des personnes qui commencent à décliner ou à avancer justement en âge, eh bien, cette activité physique elle est importante. Et le fait de se déplacer à vélo, ça amène de la mobilité et ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'à pied. Et d'une manière, j'ai envie de dire, conviviale, ou en se baladant, quand on est à la retraite, c'est quand même intéressant. Et puis pour des personnes, par contre, qui habitent aussi relativement loin, faire 10 km avec un vélo à assistance électrique, c'est relativement facile. On roule facilement à 20 km/h, et c'est vraiment très agréable. Voilà, c'était mon point de vue pour le moment. Alors, pour vous rassurer, je peux vous dire que le vélo électrique a été abordé au même titre que le biclou, et voilà, il a été dit et demander qu'il y ait des vélos électriques à louer, des stations de vélos électriques, comme il y a des biclous. Pour parler du vélo, on l'a abordé effectivement comme étant un des modes à développer. On a abordé aussi le fait que pour le développer, il fallait que les infrastructures soient sécurisées, et notamment dans la généralisation du vélo, il nous a semblé que le côté sécurisation des voies était insuffisant. Et notamment, pour preuve, c'est que très peu de personnes en dessous d'un certain âge et au-dessus d'un certain âge utilisaient le mode vélo. Donc la sécurisation et le développement de voies dédiées et propres nous semblait un élément essentiel de ce développement. Ainsi que la continuité des voies, pour pas qu'il y ait d'interruption, parce que c'est ce qui pose problème dans les ronds-points, par exemple, ou dans certains endroits un petit peu difficiles. Très bien, merci. Thème numéro 4, nous rappelons Élise et Jean-Yves à la barre. Et pour ce thème numéro 4, c'était le dernier, c'est Éric Roland et Lucette qui vont venir
nous en parler. Il s'agissait des questions d'attractivité, de qualité urbaine, qui est un thème en lien avec la Loire, mais sur lequel on a dû travailler pas mal. Alors, donc, Éric Saint-José, Roland Géron, Lucette Vigneron. On va commencer avec Éric. Le premier thème identifié, c'était la question de la centralité urbaine de qualité. Et vous avez eu des discussions sur cette question de centralité urbaine de qualité avec des critères sur ce qu'est la qualité en la matière. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un petit préambule qui a été fait autour du fait que nous avons entendu un bon nombre d'auditions d'experts et qu'on s'est rendu compte que beaucoup de projets étaient déjà engagés. Les projets d'urbanisme majeurs sur l'île de Nantes, sur tous ces quartiers-là, et que la contribution que nous allions apporter allait apporter un rôle d'inflexion marginal. Hein, c'est un point quand même important. On ne pense pas pouvoir tout régler comme ça, hein, un coup de baguette magique. Alors, effectivement, nous nous sommes engagés sur un certain nombre de définitions sur la création de quartiers, qui sont donc accueillir des nouveaux habitants, avec 2 points, faire face à l'afflux d'une population prévue. On sait que l'agglomération grandit. Et puis également infléchir le vieillissement de cette population, dont monsieur parlait tout à l'heure, par, dans la mesure du possible, le renouvellement des classes d'âge. Également, bien sûr, en tant que critère, nous avons essayé de chercher à assurer une qualité de vie aux habitants actuels et puis à ceux qui vont venir par une qualité de vie et un certain nombre de facteurs qui sont le logement adapté correspondant à la demande d'aujourd'hui, maintenir l'emploi évidemment sur place, un environnement de qualité et également la présence de commerce dans ces nouveaux quartiers, la présence de services de proximité. Alors on a mis quelques exemples, accueil des jeunes enfants, services de santé. Et puis également, ce qu'on disait tout de suite, c'est l'accès au transport, notamment au transport en commun. Donc ça, c'était cette définition, et elle était nécessaire au départ parce que c'était pas forcément simple de délimiter ce sujet-là. Et du coup, les préconisations qui ont été faites par le comité, c'est quoi? Sur cette notion de qualité, de centralité urbaine de qualité, vous avez préconisé quoi? Alors, les préconisations sont assez larges, mais la principale, je dirais, qui englobe un petit peu le départ, nous avons pensé que la centralité urbaine, il fallait la revoir. Le centre de Nantes existe et l'idée, c'était de ne pas créer une centralité urbaine élargie, mais de multiples centres. Et on sait qu'aujourd'hui, nous sommes partis sur des références existantes qui sont Malakoff, qui sont l'île de Nantes, bien entendu, Chantenay, et je crois que je me suis permis de rajouter les îles de la Loire qu'on avait un peu oubliées. C'est important quand même. Tout le monde est d'accord. Oui. Le débat public va être lancé très rapidement sur les îles de la Loire. Alors, cette idée donc faite de multiples centres, eh bien, c'est surtout de l'étaler sur les bords de Loire, autour de la Loire, et tirer autour de la Loire. Et à ce moment-là, effectivement, l'axe majeur, eh bien, effectivement, devient la Loire. Alors, les préconisations autour de cette centralité urbaine de qualité, eh bien évidemment, c'est une mixité réelle dans le projet urbain. Alors, d'éviter, ça faire peut-être tresser les cheveux sur la tête, d'éviter de réserver les bords de Loire aux classes les plus favorisées. Il faut ouvrir les bords de Loire à une réelle mixité sociale. Une mixité également générationnelle. Et là, effectivement, nous avions noté dans notre rapport qu'il fallait s'appuyer peut-être sur le gérontopole pour ce type d'expertise. Et puis également une mixité culturelle et religieuse. Alors, là, on a eu des débats un petit peu houleux, et
on a entendu des propositions autour de... pour essayer de créer cette mixité culturelle et religieuse, c'est de créer des exemples de lieux de culte polyvalents et écuméniques. Je ne répondrai à aucune question sur ce sujet, personnellement. Le comité pourra répondre collectivement à vos demandes de précision. C'est difficile, c'est un sujet délicat. On va vous donner les grandes préconisations. Eh bien, écoutez, développer des offres de logement de qualité, adaptées aux besoins spécifiques de la vie d'aujourd'hui, des nouveaux modes de vie, handicap, vieillissement. Prévoir des espaces collectifs pour usage professionnel. Aujourd'hui, on a le travail partagé, l'auto-entrepreneur. Veiller à la présence dans les nouveaux quartiers de lieux d'éducation, bien entendu. Concevoir et créer des lieux de citoyenneté, continuer à mettre la démocratie au cœur des quartiers, renforcer la participation des habitants à la vie locale. Étendre la dynamique culturelle de la ville dans ces différents nouveaux quartiers. Je crois que ça se fait un petit peu avec les folles journées, le théâtre de rue. Développer le secteur tertiaire et favoriser la mixité des emplois et des logements, ce que nous disions déjà tout à l'heure, avec le commerce de proximité, avec des petites entreprises. Maintenir et renforcer évidemment une image touristique de la ville et de ses centres. Et là, nous avions mis, entre autres, l'arrivée des paquebots, des navires dans le centre de Nantes, dans les centres de Nantes. Préserver des accès, je vais y arriver. Préserver un accès avec des espaces ouverts sur la Loire, en ménageant des espaces non bâtis. Alors, on a parlé de jardins familiaux, d'espaces verts. De multiplier les lieux créatifs et de loisirs en bord de Loire, redonner la Loire à des utilisateurs de loisirs. Et on parlait également, pourquoi pas, de fermeture temporaire à la circulation sur certains quartiers, comme le quai de la Fosse ou le quai de Trentemou, par exemple. Vous l'avez même dit, pourquoi pas tester un dimanche après-midi, je ne sais plus qui proposait ça. Ouais. Alors, donc plein de propositions dont on retient une chose, c'est que c'est pas une centralité, mais décentralité, et puis que le facteur numéro 1 qui, à votre sens, pouvait permettre ces centralités de qualité, c'était la mixité avec tous ces éléments-là. On va continuer avec Roland, parce que cette question donc décentralité de qualité, de la mixité, vous avez aussi mis en avant que ça devait se faire entre les quartiers en combinant une certaine complémentarité entre chacun des quartiers, c'est ça ? La ville ne se construisait pas sur un centre, mais sur plusieurs centres. Donc, il faut penser que différents centres sont des quartiers complémentaires et non strictement autonomes. Cela implique une mutualisation des équipements, c'est-à-dire que chaque quartier n'a pas tous ses équipements pour lui. C'est-à-dire que, d'abord, financièrement, ce ne sera pas possible. Et il faut mutualiser au maximum par la répartition des infrastructures, notamment, et des services, des équipements éducatifs, culturels, loisirs, et une répartition élaborée collectivement par la concertation intra- et interquartier, c'est-à-dire que dans les quartiers et à l'extérieur aussi. Ensuite, ces infrastructures, c'est genre comme piscine, équipements, patinoires, autrement, doivent être considérées comme des passerelles entre quartiers, c'est-à-dire qu'il faudra les construire entre les quartiers, en limite de quartier, de manière à ce que les gens d'un quartier des deux quartiers puissent se rassembler sur ces lieux, quoi, de manière à ne pas faire des doublons sur un quartier en faisant de cinéma, enfin un équipement par quartier, quoi. Voilà. Et donc il est nécessaire de conserver l'identité de ces quartiers existants, notamment les passages au quartier des Olivettes notamment, et les berges végétalisées de la Loire. Développer l'identité des nouveaux quartiers par des éléments touristiques, exemple l'arbre au héron. Sur l'île de Nantes. Une architecture aussi. On pourrait, architecturalement, on pourrait trouver
pour chaque quartier des trucs différents, et ce serait pas mal, quoi. Mais cette initiative doit venir des habitants. Cette identité doit travailler collectivement au travers des concertations intra-quartiers, là, par contre. Le développement des centres et avec leur identité ne peut pas se faire au détriment du cœur de la ville actuelle et de ses commerces. C'est-à-dire que le Vieux-Nantes restera toujours le Vieux-Nantes, le Bouffay, la Place Royale, le commerce. Ça, c'est des centres historiques. Voilà. Donc là aussi, la complémentarité, vous avez parlé de mixité dans un premier temps, pour avoir de la qualité, de complémentarité entre les quartiers qui doit se faire, se développer, mais pas au détriment de l'identité du centre actuel, ni en oubliant l'identité des quartiers. Et du coup, Lucette, ça nous amène au dernier point, parce que cette discussion vous a amené à faire un focus sur la petite Hollande, et c'est un sujet qui te tenait particulièrement à cœur. Pas qu'à moi, mais à moi, entre autres, oui. Oui, on estimait important de pouvoir conserver ce marché de la petite Hollande, qui a une spécificité. Il se trouve aussi qu'il est très très bien desservi par les transports en commun, qu'il y a une offre qui est très diversifiée à des prix abordables, et il permet un brassage de population qui nous paraît essentiel de pouvoir conserver. Donc, à l'occasion de travaux sur site qui pourraient être envisagés sur ce lieu, il nous semble que c'est important d'attirer une attention particulière au maintien du fonctionnement actuel de ce marché, puisqu'il y a toujours le risque que quand, pour des travaux, un marché ne fonctionne plus, ou une autre infrastructure ne fonctionne plus pendant quelque temps, qu'ensuite il ait du mal à redémarrer dans sa dynamique actuelle. Donc ça nous semblait un point d'attention à avoir. D'autre part, la petite Hollande, c'est le seul stationnement à Nantes qui soit gratuit le soir. Donc ça nous semblait éventuellement intéressant de réfléchir à le préserver, même si certains pensent aussi que cette grande surface qui n'est que couverte de voitures la plupart du temps n'est pas forcément des plus esthétiques. Voilà. Pour autant, il y a diverses considérations dont il faut tenir compte. D'autre part, ce lieu sert aussi à des grandes manifestations ou à de grands événements comme Royal Deluxe, ou quand, par exemple, il y a des grands matchs qui sont retransmis sur grand écran. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas où il pourrait se produire ailleurs aujourd'hui, vu sa centralité, justement. Et puis, donc, de préserver ou de conserver cette esplanade pour avoir un accès visuel aussi, de créer une perspective sur la Loire qui n'est pas bien complètement réelle aujourd'hui. Merci, Lucette. Élise et Jean-Yves sont revenus. Oui, merci. Alors du coup, votre présentation évidemment succincte de vos débats sur ces questions urbaines et de centralité suscite la curiosité de la Commission davantage parce que effectivement les projets urbains, il y en a énormément. Si on se réfère au document socle, il y en a en gros une centaine, quoi. Certains sont déjà achevés, d'autres sont à l'état de projet, d'autres sont des projets déjà un peu dans les tuyaux tout de même. Et le fait est qu'il y a eu un choix qui a été fait au niveau des auditions pour privilégier, faire un focus sur un certain nombre de ces grands projets. Alors, on est intéressé de savoir quels sont les divers projets qui, dans le cœur métropolitain, ont suscité des débats peut-être plus poussés, alors sinon houleux, je ne sais pas, notamment parmi ceux qui ont été évoqués par les différents intervenants. Vous avez fait un focus vous-même sur la petite Hollande, mais je ne sais pas, moi, il me semble que le Bas-Chantenay, par exemple, ça a sans doute suscité des discussions. Alors, Eric, tu as répondu un petit peu au début ou... Écoutez, non. Il n'y a pas eu de débat, je réfléchissais. Il n'y a pas eu de débat houleux sur ces nouveaux quartiers. Je crois que ce que nous avons entendu, vous parler du Bas-de-Chantenay, je crois que ça a fait quasiment l'unanimité. C'est un beau projet, c'est un projet à long terme. Qui préserve la Loire, qui envisage l'arrivée de paquebots, qui préserve la navigation.
Les projets qui ont été lancés sont plutôt dans le bon sens. Enfin, c'est ce que je pense, il est ressorti de... Alors, ne cherchons pas en querelle où il n'y en a pas. Les projets lancés aujourd'hui convenaient dans leur ensemble et ce que nous avons entendu. Et je pense qu'il y a toujours un peu de décalage entre la présentation et ce qui sera fait au départ, à l'arrivée. Globalement, ce sont le projet donc, du Bas de Chantenay, le projet de l'île de Nantes. Alors la seule chose qu'on pourrait dire sur l'île de Nantes, moi que j'avais rajouté, c'était, on parle toujours de l'île de Nantes, on parle des aménagements, mais ne perdons pas de vue une île, il y a de l'eau autour. Donc n'oublions pas l'eau autour. Ça, c'est un point important. Et puis, les autres projets sont en débat. Je parlais tout à l'heure de Pirmil. Je crois que début juin, la ville de Rezé lance un débat public autour de l'aménagement de la zone des îles. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, un petit complément à la question. Alors, il y avait peut-être une réponse complémentaire, si tu veux prendre Étienne ou Simon. Oui, non, ce qu'on voulait... Enfin, Eric l'a bien dit. On a été sensible à certains projets présentés par leur architecte ou urbaniste. Et c'est vrai que la ZAC des îles, le projet de la ZAC des îles, même le projet de l'île de Nantes ou le projet de Chantenay paraissaient assez séduisants et équilibrés de notre point de vue. Donc en fait, on a estimé que, vu tout ce qu'on avait à traiter par ailleurs, on n'allait pas revenir sur ce genre de projet qui était, je pense, déjà sur de bons rails. Juste un petit complément à la question. Le comité citoyen a défini la Loire comme l'axe central de l'urbanisme métropolitain, enfin du cœur de métropole, quoi. Pour le comité citoyen, pourquoi et comment, pour quelles raisons et selon quels aspects la Loire peut constituer un fil directeur de l'ensemble de ces différents projets dans leur diversité? Ça, c'est une question difficile. Je ne vais pas me lancer tout seul. Écoutez, d'abord, c'était quand même la question. C'était autour de la Loire, monsieur. Et puis, il me semble bien que sur un plan historique, la Loire était le cœur de Nantes, le cœur de la ville, la Venise de l'Ouest. Redonnons à Nantes cette notion de Venise de l'Ouest. Je resterai juste poétique, moi. Voilà, je pense qu'on avait pas mal abordé le côté effectivement identité. Donc la Loire porteur d'identité de Nantes, et donc il nous semblait naturel que cette identité soit justement la future incarnation en fait du centre de Nantes Métropole. Ça, c'était pour la partie identitaire. Et puis pour la partie fonctionnalité, il nous a semblé déjà que Nantes avait en fait plusieurs centres, et que finalement se cherchait un centre. Et à un moment donné, on a dit, finalement, c'est peut-être plutôt une colonne vertébrale dont doit disposer Nantes Métropole, et non plus un centre unique. Et que finalement, quand on est une métropole, on cherche plutôt à avoir plusieurs usages, et que ces usages soient répartis harmonieusement en fait, sur le territoire, et que la Loire peut les répartir. Ça redonnait aussi un petit peu d'importance au Sud-Loire, qui se trouve toujours un petit peu démuni. Alors, certains ont pu mettre en avant dans le débat la nécessité d'une réalisation architecturale qui serait un peu majeure, manifeste, à l'image de la métropole et au service de son attractivité. Alors, à nouveau, peut-être d'échelle internationale. Est-ce que ça a fait partie en fait, des discussions que vous avez pu avoir, et autour de quelles propositions de programmes? Je ne sais pas, peut-être on a déjà un peu évoqué la présence de la culture, les machines de Lille, la suite, l'Arbre au Héron, le pont transborder qui potentiellement pourrait jouer aussi ce jeu-là. D'autres étaient plutôt partants pour un pont Levant qui pourrait également jouer ce rôle, ou un musée à la Guggenheim de Bilbao, ou celui des Confluences à Lyon.
Juste moi, pour compléter, Nantes est une partie capitale quand même de la culture mondiale, puisque aujourd'hui on a quand même des spectacles comme Royal Deluxe qui s'exportent dans le monde entier. Des projets qui sont d'abord amenés à Nantes partent après à l'étranger. Donc c'est quand même très important aujourd'hui. Et puis, pour revenir sur ce que vous avez dit après, pas Royal Deluxe, mais les machines de Lille. Voilà. Aujourd'hui, Machines de Lille fabrique pour des autres pays. Notamment, on a fabriqué un dragon qui est parti pour la Chine. Donc c'est quand même un savoir-faire aujourd'hui nantais qui est reconnu. Je sais pas, oui, Lucette, vous aviez aussi fait le lien entre cette culture et l'industrie, et ça nous ramenait au... oui, non, moi, je voulais dire quelque chose qui rejoint peut-être les deux questions d'avant. C'est que la ville de Nantes, elle s'est créée, elle s'est construite autour du fleuve. Enfin, alors du fleuve tel qu'il était dans le passé, tel qu'il est devenu. Avec un moment où la partie industrielle, entre autres, tout ce qui était sur la pointe de l'île, avec les chantiers navals, n'était occupé que par l'économie de type industriel. Bon, tout ça a malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais périclité à un moment. Et donc, du coup, moi, je crois qu'on est dans une période où les habitants se réapproprient le fleuve. Et dans ce qui a été fait, je trouve que, par exemple... dans le voyage à Nantes, il y a quand même, alors il y a des œuvres qui ont été disséminées tout le long du fleuve, mais aussi ça a permis, je crois, à la population d'ici de découvrir l'existant. Et donc dans la partie touristique, il y a toutes les choses qui sont nouvelles qu'on vient de nommer, mais il y a aussi tout ce qui est existant et que beaucoup ne connaissent pas ou pas bien. Et ce qui est développé aujourd'hui permet aussi de redécouvrir ça, et je trouve que ça fait partie quand même de notre patrimoine, de notre histoire, de ce qui fait que cette ville, elle est ce qu'elle est, quoi. Oui, donc Juste une idée sur ce thème de l'attractivité. On a, au-delà des différents focus qu'on a fait sur le pont, etc., on a parlé de l'attractivité de Nantes par sa qualité de vie. On a beaucoup insisté sur ce thème-là, et aujourd'hui, Nantes ne dépend pas forcément d'un Guggenheim qui peut être un succès comme à Bilbao, mais ça peut être un échec quand on regarde d'autres villes d'Espagne. Donc on a plutôt insisté sur l'attractivité par la qualité de vie, par l'attractivité économique, et plutôt que par le geste. Un geste peut être un pont transbordeur ou autre chose peut être une source d'attractivité supplémentaire, mais c'est pas trop l'angle qu'on a pris pour se dire on va mettre quelque chose au milieu et tout le monde viendra. Non, on a eu une démarche différente. Et puis je pense qu'on avait envie vraiment aussi de rechercher un peu nos racines. Quand on nous a interrogés sur la Loire, en fait on a cherché ce que la Loire évoquait, et donc voilà, sur l'offre culturelle existante, le lien avec la Loire, et notamment les passés industriels, ouvriers et les savoir-faire existants sur les secteurs liés à ce patrimoine historique maritime, nous a plus intéressé que finalement des outils ou des gestes architecturaux. Donc on retient en effet cette idée-là. Merci. Quelques questions sur ce thème, monsieur? Vous parliez tout à l'heure de plusieurs centres à Nantes. Bon, effectivement, Nantes a son centre historique. Il y a aujourd'hui M. Smet qui continue l'œuvre de Chemetov sur l'île de Nantes. Et j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui. Et on s'est rendu compte d'une chose, l'île de Nantes, pour ne reprendre que ce secteur important de la ville, l'île de Nantes est faite de plusieurs quartiers. Et au départ, quand on a planché là-dessus, on s'est dit, bon, il faut créer un lien entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud et le Nord de cette île, qui apparemment n'est pas faite pour forcément ne former qu'un. Et il apparaît très difficile, malgré, par exemple, maintenant le C5, malgré la présence de la Loire tout autour, il apparaît très difficile de créer un lien, je dirais, pas forcément étroit, mais même un petit lien entre les différents quartiers de l'île de Nantes. Parce qu'il y a un quartier historique qui est le quartier qu'on appelle le quartier de la Petite Biesse, qui est au milieu, qui est le vieux quartier de l'île de Nantes,
Petite Biesse, Grande Biesse. Et puis il y a les quartiers. Le quartier à l'ouest, qui était un quartier industriel à une époque, qui maintenant a tendance à devenir autre chose. Et puis il y a la partie complètement à l'est, qui a été la première à être aménagée. Et puis il y a la partie centrale autour de Beaulieu, hein. Non, plus exactement autour du pont Tabarly, entre le pont Tabarly et le pont Sangor, qui s'est beaucoup, je dirais, densifié. Et bien entre tous ces quartiers-là, moi je vis sur l'île de Nantes, je me rends bien compte qu'il est très très difficile de créer un lien, même si on fait des tas d'efforts, même si on essaie de multiplier les fêtes de quartier, ces choses-là. Et je vous dis encore une fois, le C5, qui a été sur lequel on a fondé beaucoup d'espoir, en réalité, il transporte des gens d'un bout à l'autre de l'île sans forcément les faire se rencontrer. Bon, ça viendra peut-être, c'est récent. Merci. Oui, monsieur. Oui, pour revenir aux différentes auditions qui ont présenté les projets urbains autour du sud au nord, là, entre Bas-Chantenay, l'île de Nantes et les îles, et Pyramide-les-Îles. Donc il y a la Loire qui est au cœur de ça. Et les urbanistes ne se parlent pas. Alors je crois que la commission avait soulevé ce sujet-là, et je crois que est-ce que vous en avez débattu aussi au sein du comité ? Non. Le dialogue entre les urbanistes, c'était plus entre les quartiers. C'est plus sur les réalisations que les hommes qui se parlent ou pas. Sinon... On n'est pas rentré dans les points de vue d'architectes, vraiment. Maintenant, on a insisté sur l'unicité de chaque quartier. Donc j'imagine qu'ensuite, les architectes, quand ils font un projet, ils s'attachent à l'identité d'un quartier et son histoire, etc. Donc on a été plutôt intéressé à ce que chaque quartier garde son histoire et se différencie des autres. Donc qu'on n'ait pas eu d'uniformisation, y compris de toute l'île de Nantes, par exemple. Très bien. Bon. Bien, merci. Donc on va terminer cette audition. Je crois que Philippe, Martine, vous avez deux petites questions finales pour... C'est un boulot d'être dans la commission du débat. Il faut se lever sans arrêt. Martine, tu avais peut-être une question ? Alors, oui, j'ai une question. Elle est un petit peu d'ordre général. Bon, la Loire, c'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Et puis, il descend, il remonte, il redescend. Enfin bon, bref. On sait, nous aussi, comme vous, quand on est à notre espace métropolitain, Nantes Métropole, pour autant, l'eau, elle circule. Vous avez parlé tout à l'heure de sujets qui avaient été un peu vers l'aval, avec la Biennale Estuaire, la culture. Vous avez donné la frontière par rapport au franchissement. Vous ne regardiez pas ce qui s'est passé, les franchissements en aval, etc. Peut-être en amont aussi. OK. C'est vrai qu'on était nantais dans nos réflexions communes sur les 4 thèmes, etc. N'empêche que ce fleuve circule. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels votre regard a quand même été attiré vers l'amont ou vers l'aval ? Évidemment, on en a parlé, mais on s'est vite rendu compte qu'on atteignait nos limites. La qualité de l'eau, évidemment, dépend aussi de ce qui vient de l'amont. Mais là, évidemment, on ne voulait pas tergiverser dans la mesure où on n'avait pas de moyens d'action et que notre périmètre, c'était la métropole. Bien, alors moi je voudrais d'abord peut-être dire que j'ai été quand même assez bluffé par le travail que vous avez fait. Parce qu'a priori, vous êtes 24 citoyens qui n'aviez pas particulièrement ni de compétences ni d'expertise par rapport aux questions qu'on vous a demandé de traiter.
Et quand on voit la qualité de votre travail et du rapport que vous avez fait, en tout cas, moi, je vous dis chapeau. J'incite tous ceux qui ne l'ont pas fait à lire le rapport, puisqu'il est maintenant accessible. Vous l'avez terminé hier ou Ils ont juste laissé des compléments possibles à partir de l'audition de ce soir. Mais il sera en ligne dans les prochains jours. En tout cas, il se lit très bien. Il y a une construction homogène entre les différents chapitres. Donc, encore une fois, chapeau pour le travail qui a été fait par le comité citoyen. Moi, j'ai une question qui déborde simplement de votre travail, mais forcément, vous vous êtes intéressé au débat dans sa globalité. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes venu aux auditions, vous avez participé au séminaire d'acteurs. Pas forcément en acteur, mais pour apporter des contributions. Qu'est-ce que vous pensez globalement? Qu'est-ce que le comité citoyen pense globalement de cette démarche dite du grand débat, la Loire, Nantes, la Loire et nous? Philippe, merci, ça me fait une transition idéale. En fait, je repensais à mon introduction et j'étais un peu déçu. Donc j'en profite pour faire une petite conclusion. Vous avez dit, est-ce que le comité citoyen va remettre en cause l'organisation du débat public ou de la gouvernance? Moi, j'ai noté plusieurs choses. D'une part, vous êtes assez surpris sur le fait qu'il y a synthèse, qu'il n'y a pas débat houleux, qu'il n'y a pas guéguerre, il n'y a pas notion partisane. Donc moi, je souhaitais saluer le courage qui peut être fait par la métropole de lancer un débat comme ça, parce que c'est une façon aussi de prouver qu'on arrive à se mettre d'accord, nous, et que le fait de nous donner le pouvoir de proposer quelque chose, il ne faudrait pas que derrière, rien ne se passe. Parce que la vigilance qui a été portée dès le premier débat, ça provoquerait sans doute des déceptions et ça peut-être décrédibiliserait l'action publique. Donc bravo de solliciter le citoyen, écoutez-le, sinon il y aura déception certaine. Alors il y a d'autres débats citoyens qui vont être démarrés sur la problématique des énergies. Donc nous, je parle moi, mais je pense que les autres pensent la même chose. Bravo et continuez, mais soyez vigilants sur le fait qu'on sera vigilants. Très bien. Donc, transition, on va juste conclure par... on va demander à... Juste en réaction, c'est comment le prénom? Antoine. Antoine s'adressait à nous particulièrement. Non, mais... Les décisions, ce n'est pas la commission du débat. Nous, notre mission va s'achever dans 1 mois et demi, enfin à l'été. Nous allons présenter nous-mêmes le rapport conclusif de toute cette démarche autour du grand débat sur la Loire. Et évidemment, nous aussi, on sera vigilants à ce qu'il y ait des suites. Et donc maintenant, l'élu a la pression totale. C'est lui qui conclut. Pour compléter, alors, une petite question. Avant que M. Robert intervienne, oui. Juste donc, pour être très concret, c'est une transparence sur le processus de concertation à l'échelle là des élus. Un retour, si possible, devant, pas juste nous 25, mais devant la métropole, devant les citoyens, sur les différentes préconisations, avec du oui ou du non, mais en tout cas un retour et une transparence, un calendrier, des choses relativement concrètes qui aujourd'hui sont très très floues pour nous. Ça a été un constat qu'on a fait tout au long. Bien, le mot de conclusion, Monsieur Alain Robert. Ah oui, pas simple hein, après ces dernières interventions là pour moi. En tout cas, moi, je voudrais vraiment remercier le comité citoyen de la très belle soirée qu'ils nous ont offerte ce soir. Voilà, je pense que vous avez. Je voudrais vous saluer au nom de Nantes Métropole, de sa présidente, de l'ensemble des élus, pour le travail qui a été réalisé avec plein de propositions concrètes, opérationnelles, mais qui font aussi, pour certaines d'entre elles, appel à notre imaginaire. Voilà ce qu'on aime dans Nantes et ce qu'on aimerait voir encore se développer pour le bien-être de notre ville et de ses habitants. Donc je voulais vraiment vous remercier très sincèrement pour votre engagement, parce que je sais que ça représentait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour ce travail. Alors ce soir, c'était l'avant-dernier temps
je dirais, de ce grand débat, de ce premier grand débat, qui va se terminer samedi prochain, avec donc la rencontre citoyenne qui va avoir lieu sur 5 sites et à laquelle vont participer environ 400 habitants, qui vont être invités aussi à s'exprimer par rapport à un certain nombre de propositions, de thèmes qui ont été évoqués tout au long de ce grand débat. Alors ce grand débat, en effet, ça vient d'être indiqué, c'est une première. Hein. C'était une volonté de Johanna Roland de lancer ce grand débat à l'échelle de l'agglo. Elle a été suivie par l'ensemble des élus de l'agglomération. Donc notre idée, évidemment, c'était à partir d'un grand thème fédérateur sur lequel tout le monde pouvait se rassembler et exprimer des opinions, des idées, des propositions, et c'est de permettre cet échange. Donc après ce grand débat, eh bien, la commission du débat va avoir un rôle important à jouer, puisque c'est elle qui doit remettre pour septembre. Autrement dit, vous voyez, leur temps de vacances, je leur annonce ce soir, va sans doute être plus restreint peut-être cet été, puisque pour septembre, il y a une échéance. La commission du débat devra remettre son rapport aux élus de Nantes Métropole. Et donc, comme ça a été indiqué, en effet, la balle sera après dans le camp des élus de Nantes Métropole qui auront, eux, de septembre jusqu'à la fin de l'année, pour se positionner, pour apporter des réponses et pour en effet esquisser à la fois des orientations, des choix par rapport à l'action publique qu'on peut porter au niveau de l'agglomération nantaise, pour dire aussi en effet que certaines propositions ne peuvent pas être retenues pour différentes raisons, mais ce sera bien le but que cette décision qui sera annoncée, cette réponse de Nantes Métropole qui sera annoncée donc à la fin de l'année, que bien de dessiner l'horizon que nous voulons nous fixer au niveau de l'agglomération sur cette question de la place de la Loire dans notre métropole. Alors ça, c'est le premier grand débat, et comme ça a été dit, il sera suivi, compte tenu évidemment de tout ce qu'on a entendu, de tout le bilan qu'on pourra tirer de ce débat, il sera suivi par d'autres grands débats, et ça a été annoncé, sur la transition énergétique. Il sera peut-être un peu plus technique, un peu moins fun, mais en même temps, j'espère qu'il mobilisera autant de monde que celui qui a réuni le débat sur la Loire, parce que c'est vrai que la Loire et nous, évidemment, je crois que chacun et chacune d'entre nous se sentait concernés. Alors voilà, merci encore pour cette soirée, et puis je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié avec un petit buffet. Merci à tous.